Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de RMC MMA consacré cette semaine au dernier empereur Fedor Emelianenko, légende du MMA qui va tenter de s'offrir une dernière marche fabuleuse à 46 ans en défiant le champion poids lourd du Bellator, l'américain Ryan Bader, ce week-end en Californie pour ajouter à son illustre palmarès la ceinture d'une des plus grandes organisations de la planète. Et on va en profiter pour se poser une question. Fedor Emelianenko est-il le plus grand poids lourd de tous les temps dans l'histoire du MMA? Avec moi pour en parler cette semaine, Thomas Desson à mes côtés, journaliste RMC Sport, et Antoine Simon, le commentateur de toutes nos soirées MMA, qui est avec nous également. Salut les gars. Salut Hervé. Salut Antoine, ça va? Salut Alex, ça va? Ça va, tout va bien. Bon, donc on va se poser cette question, messieurs. Est-il le GOAT? Est-il le plus grand de tous les temps chez les poids lourds, Fedor Emelianenko? On fait rapido de sa carrière quand même? Ouais, je te remercie de parler de dernière marche, ou en tout cas la dernière marche de l'empereur. C'est presque un teaser de film. Et on a envie de regarder dans le rétroviseur, évidemment, avec Fedor. Il y a eu une carrière qui a duré 23 ans, il en a 46. On a quelques vieilles branches au Bellator, comme Cheikh Congo. 23 ans de carrière, la moitié de sa vie, avec un break. Il faut se dire quand même que sa carrière, il y a eu 2 temps. Il y a eu la première partie où il était absolument intouchable pendant 10 ans. Et puis il y a eu une première défaite contre Fabricio Werdum au moment où il est nommé le plus grand poids lourd de tous les temps. Peut-être que lui, il y a eu une décompensation, une décompression. Derrière, il y a eu 3 défaites de rang. On pensait qu'en 2012, il serait terminé. On est en 2023, les gars. Il va encore combattre ce week-end. C'est la force de cet homme-là qui est, ça on va en parler, j'en suis sûr, mais qui est techniquement pour beaucoup pendant longtemps et psychiquement dans le mental totalement imperceptible. Thomas, t'en parlais de cette série, donc après un début de carrière en MMA débuté en 2000 dans l'organisation Rings, il fait 4 premières victoires, puis il y a une défaite, et là il y a une série de 28 combats de suite sans défaite, 27 victoires et 1 no contest, avec des grands noms accrochés au palmarès. Il accroche aussi la ceinture poids lourd du Pride, la célèbre organisation japonaise de l'époque, légendaire organisation, qui va défendre à plusieurs reprises. Un sacré parterre de noms battus dans cette série-là, dont plusieurs anciens champions, notamment de l'UFC. Antoine, quand on t'évoque Fedor Emelianenko, on évoque le plus grand poids lourd de tous les temps en MMA, tout simplement, pour répondre directement à notre question? Alors, je vais essayer de faire vite et concis malgré tout. Quand on parle de Fedor, j'ai énormément de choses à dire. Et d'ailleurs, qu'on m'a dit, on fait une émission sur Fedor, est-ce que tu veux en être? Je dis bien sûr. S'il y a bien une occasion de parler de Fedor, je vais sauter dessus. Et alors, pour refaire en gros pour mettre le contexte, il faut savoir que les gens de notre génération, les gens qui ont découvert le MMA avec le Pride, ou les gens qui étaient avant comme moi, avant le Pride, mais qui ont vécu le Pride, pour beaucoup, Fedor, c'est pas seulement le GOAT de la catégorie poids lourd, c'est peut-être même le GOAT du MMA en général. Il faut savoir que pendant une dizaine d'années, il a régné au sommet de la catégorie reine, donc la catégorie poids lourd du MMA mondial, à une époque où l'UFC bavait sur le Pride en fait. L'UFC était loin derrière pendant un moment, surtout dans cette catégorie poids lourd. Et Fedor est un star un peu d'un gentleman, c'est d'ailleurs pour ça que les deux sont dans la discussion. Lui aussi a apporté quelque chose de nouveau. C'est-à-dire lorsqu'il est arrivé dans la catégorie poids lourd du Pride, il est arrivé avec un style nouveau, avec des années d'avance sur ses adversaires, ce qui lui a permis de régner pendant de nombreuses années. Donc pour moi, oui, dans la catégorie poids lourd, c'est indéniablement le GOAT. Et je dirais même plus, c'est peut-être même le GOAT du MMA en général, toute catégorie de poids confondue. Ce que te dit Antoine, finalement, c'est qu'il arrive avec le sambo, et c'est le meilleur incarnant de ça. Aujourd'hui, cet art martial russe fait encore peur à beaucoup. Imagine-toi à l'époque, les poids lourds, l'UFC, c'est ce que vient de dire Antoine, avait Arlovski et Tim Sylvia. Les meilleurs poids lourds étaient au Pride. Et lui, quand il prend un énorme slam contre Kevin Randleman, qui était a priori un monstre dopé, il le soumet. Il avait ces fameux looping punch, qu'on appelle aussi overhand par-dessus, alors qu'il avait ce petit gabarit. Il a un côté tout rond, bidibule, et puis en conférence de presse avec son jogging pendant pas mal d'années, un marshmallow, t'as l'impression qu'il a le regard vide, et en fait, il est déjà en train de te bouffer ton âme. Le Pride était bien supérieur, bien plus dense en termes de poids lourd à l'époque. Je me souviens Brett Rogers qui lui fait manger ses points. Rogers se dit qu'il va gagner et puis derrière il le soumet. À chaque fois, la finalité avec Fedor était la même et personne n'a trouvé la faille pendant longtemps parce que, comme le dit Antoine, t'avais ou des bons strikers qui ne savaient pas grappler, ou tu avais des bons mecs au sol qui ne savaient pas faire les deux. Il était déjà précurseur, il était déjà 37 heures il y a plus de 10 ans dans ce registre.
Et puis il y avait au-delà des stats pures, il y avait la manière aussi, puisque sur ces 40 victoires en carrière, on en a 29 au premier round, 75% de victoires dans le premier round. C'était assez expéditif avec Fedor. Thomas nous évoquait quelques souvenirs de cette période au Pride et de grands combats. Antoine, c'est quoi tes plus grands souvenirs de Fedor dans cette période dorée pour lui dans les années 2000? En fait, quand j'écoute Thomas parler, j'ai envie de rebondir sur tout ce qu'il dit. Parce qu'il y a des éléments à prendre en compte. Il parlait du sambo pour un moment. Il faut savoir que c'est Fedor qui a fait connaître le sambo combat au niveau mondial. C'était l'un des premiers champions du monde de cette discipline. Il était 3 fois champion du monde dans cette discipline. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combattants, lorsqu'ils arrivent à l'UFC, au Bellator, qui se vantent d'avoir été champion du monde de sambo. Mais tout ça n'aurait pas été possible si Fedor n'avait pas été là auparavant pour leur montrer le chemin. À côté de ça, effectivement, c'était un combattant très complet et cette crainte qu'il inspirait. Parce que, alors moi, je me souviens de ses débuts au Pride contre Semichit. Alors, il sortait de nulle part. Hein. C'était un Russe qui parlait pas vraiment anglais, qui avait remporté le tournoi du Rings, mais bon, avec un forfait sur le dernier combat. Lorsqu'il arrive au Pride, je me souviens très bien que sur son deuxième combat, c'était la même soirée, c'était le Pride 23, et il y avait notre ami Gilles Arsène qui combattait sur cette soirée. Et donc, j'ai eu les retours de Gilles, hein, qui était sur place et qui me disait... Ethering, en fait, c'est le combattant qu'il a affronté ce soir-là, c'était l'ancien prétendant au titre. C'était peut-être le numéro 2 de la catégorie poids lourd. Et Fedor est arrivé, limite avec les doigts dans le nez. Voilà, aucune émotion. C'était vraiment un personnage rare. Et quand on voit ce qu'il a fait à Ethering dans la cage, quand on voit le visage de Ethering après un round de combat, bon, il faut dire qu'à l'époque, les rounds duraient 10 minutes, hein, au Pride. Donc effectivement, beaucoup de victoires au premier round, mais sur des rounds de 10 minutes. Et bref, il avait fracassé, il avait déformé complètement le visage de Ethering, qui était à l'époque, je vous rappelle, le numéro 2 du Pride, dans la catégorie poids lourd la plus relevée au monde. Et je me souviens aussi d'un moment du combat où il rate la tête de Ethering, il tape dans le sol du ring, et ça résonne dans toute la salle. En plus, je sais que le public connaît. Lorsqu'ils regardent des combats, ils apprécient le spectacle, voilà, ils réalisent pas très peu. Et ce coup-là, qu'il avait envoyé dans le sol, ça avait vraiment résonné dans toute la salle, ça fait flipper en fait. Et par la suite, voilà, on a vu que ces stratégies, qui étaient différentes, hein, de celles qu'on voyait à l'époque dans la catégorie poids lourd, lui permettaient de gagner, de battre n'importe qui. Et je vous garantis que si, à l'époque où il était au top, il était parti à l'UFC pour affronter les champions de l'UFC de l'époque. Bon, Tim Silva, il l'a affronté par la suite, il l'a fracassé. André Arlovski, Randy Couture, même Osna, même Clément, qui était quand même relativement peu complet dans son travail. On a vu d'ailleurs, hein, les failles dans son jeu, dans ses défaites par la suite. Eh ben Fedor, il aurait battu tout le monde. Et Dana White peut dire tout ce qu'il veut. Pendant des années, il a essayé d'avoir Fedor au sein de son organisation. Et en fait, les négociations n'ont jamais abouti parce que voilà, le manager de Fedor voulait co-organiser avec l'UFC. L'UFC n'a jamais voulu ça. Et au final, voilà, Fedor n'a jamais été à l'UFC. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens qui ont découvert le MMA par la suite, après 2009, après le Pride en fait tout simplement, considèrent que Jones est le GOAT du MMA parce qu'ils n'ont pas connu cette période, et ils considèrent également que comme Fedor n'a jamais été à l'UFC pour se tester face aux stars de l'UFC, eh ben, il ne mérite pas de rentrer dans la discussion. Mais moi, je vous garantis qu'il mérite de rentrer dans la discussion. C'est là où tu as raison, Antoine. C'est que l'UFC va te dire il n'est jamais venu à l'UFC. À l'UFC, à cette époque-là, c'est plus faible qu'au Pride. Il y a sa période Rings, il y a sa période Pride. Au M1, Fedor, c'est l'âge d'or, puis viendra le Bellator. Et en plus, c'est avant les réseaux sociaux. Mais ce qu'on vient de dire finalement, parce qu'on a parlé il y a quelques semaines ensemble sur Francis Ngannou, le trendsetter, le premier qui dit non, les contrats à sens unique, j'en veux pas, c'est Fedor. Il y a cette mystique aux États-Unis. C'était une énigme pour les ricains. Et puis tu l'as dit, il peut faire face à Semichit qui fait 2m12. Le gars, c'est 1m92, tu vois, mais il encaisse, force tranquille, il maîtrise, il te glace le sang, il tombe jamais, il rebondit, puis te finit. C'est une énigme pour tout le monde. Il est le meilleur lourd du début du 3e millénaire, c'est lui. S'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque de Fedor, on serait tous d'accord. À un moment, j'étais pas là pour mesurer les ratings, mais il se dit qu'en 2009, Antoine, il y avait 120 millions de Russes qui le regardaient sur un pays qui compte 150 millions. Le mec, c'est le Super Bowl, quoi, tu vois. C'est le Super Bowl. À un moment, en 2011, après son combat contre Jeff Monson, lorsque l'ancien Premier ministre, un certain Poutine, est là, Poutine se fait huer, Vladimir, t'as compris, et lui se fait aduler. Et là, il faut qu'on m'explique un autre truc. Comment le mec est illisible et indescriptible. Il est à la fois engagé personnellement, je parle de Fedor, chez Peace and Sport, organisation qui promeut la paix par le sport, et il s'indigne aussi de ceux qui ne veulent pas être enrôlés pour aller combattre avec les Russes contre l'Ukraine. C'est l'ambivalence permanente avec Fedor.
Tu l'évoquais, Thomas, cette période de 2009 où on rebondit sur ce que disait Antoine aussi. Dana White, à ce moment-là, rêve de l'engager, de faire ce super fight contre le champion de l'époque qui est Brock Lesnar, superstar aux États-Unis, passé par la WWE, par le catch, un événement qui aurait sans doute vendu énormément de pay-per-view. Et puis, il y a ce manager qui demande à ce que ce soit une copromotion avec donc le M1. Ça passe pas en 2012, Dana White retente, ça passe pas non plus quand Fedor prend sa retraite, il veut pas sortir de sa retraite. Et il dira en 2020, Dana White, que c'est son plus grand regret de promoteur de jamais avoir monté ce Fedor Brock qui aurait pu cartonner en pay-per-view. Est-ce que ça en aurait fait, ma question elle va, est-ce que ça en aurait fait une plus grande superstar s'il était à l'UFC? Moi je suis totalement d'accord avec tout ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à l'époque il vaut mieux être au Pride pour ce que tu affrontes qu'à l'UFC. Les meilleurs sont au Pride à cette époque-là et ça n'empêche pas d'être dans la discussion pour être le top de l'histoire des poids lourds. Et même, je suis d'accord avec toi Antoine, moi je le mets dans mon top 5 de l'histoire du MMA tout court, Fedor. Mais est-ce qu'on en aurait fait une plus grande superstar s'il était passé par l'UFC? Parce qu'il y avait un personnage aussi, cette stature, sa musique d'entrée, les épaules bien droites, bien haut, le torse bien haut, tel le dernier empereur, son surnom est bien trouvé. Est-ce qu'on en aurait fait une immense star en le faisant passer à l'UFC, Tom? Je comprends ce que tu dis. Il manque une cage, lapsus révélateur, une case qu'il a pas cochée. Rings, Pride, M1, UFC, puis Bellator, c'est dans l'air du temps, puisqu'on pense à Cheikh Kongo, on pense à Ryan Bader, qui sont passés par l'Ultimate Fighting Championship. Le plus grand de la carrière de Fedor, il est entre 2000 et 2010. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il y aille à ce moment-là? Oui, très certainement. Est-ce qu'il aurait été au-dessus des autres? Oui. Est-ce que... J'en sais rien. En fait, tu es en train de me demander est-ce qu'il aurait tapé Brock Lesnar? J'en suis quasi convaincu parce que Brock Lesnar avait quand même des carences. Frank Mir a gagné une fois, la deuxième fois, il a fini la tête dans un nid d'abeilles. Mais Fedor, c'est encore autre chose. Il y a un panel qui est plus large. Il n'y aurait même pas eu de discussion. Voilà, si c'est ça la question. S'il avait fait 2-3 combats à l'UFC d'anthologie, il n'y aurait même pas eu de discussion. Mais je crois qu'il n'y a pas de discussion. Je suis d'accord avec Antoine. Le meilleur, le GOAT du MMA, celui qui a révolutionné la discipline et qui n'a pas eu besoin de l'UFC, c'est ça qui est plus fort encore, c'est lui. Antoine? Mais il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte qui est très important quand même. C'est que quand l'UFC a racheté le Pride et qu'a récupéré tous les combattants du Pride, il faut bien se mettre dans la tête que 5, 6 ans, 10 ans au Pride, ça vous plombe un combattant. C'est-à-dire que là-bas, vous réalisez des combats peut-être... Des fois, beaucoup de combattants combattaient d'un événement sur l'autre. Donc c'était tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y avait un combat. Et puis, c'était pas des combats faciles. On vous le rappelle, la réglementation, on va dire, pour le dopage n'était pas tout à fait la même. Et on avait régulièrement des combattants qui étaient plus volumineux, plus massifs. Fedor s'est déjà frotté à des combattants de plus de 2 mètres, 2 mètres 10. Il avait affronté Choi Young-man pendant un moment. Qui était à plus de 2 mètres 20, rendez-vous compte. Le Coréen, le Sud-Coréen. 2 mètres 18, que dis-je. Et lorsqu'on fait venir tous ces combattants qui sont usés par ces années de guerre qu'ils ont livrées au Pride, on les fait venir à l'UFC avec un style différent, avec une réglementation différente et avec des critères de jugement qui sont différents également, la plupart ont eu du mal à faire la transition. D'ailleurs, on se souvient de Mauricio Shogun qui arrive au tous ses succès du Pride. Il était champion du Middleweight Grand Prix au Pride et lorsqu'il arrive à l'UFC, il perd son premier combat directement. Alors, il a su réadapter par la suite, mais malgré tout, ses plus belles années étaient au Pride. Et je pense que Fedor, c'est un peu la même chose. Ses plus belles années, elles ont été au Pride, puis à Affliction derrière. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment il se débrouille, parce qu'en 2012, on pensait vraiment qu'il était fini. D'ailleurs, il a décidé de prendre sa retraite à ce moment-là. Il revient en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Et il fait des combats, on se dit, bon, c'est vraiment pour l'honneur. Et finalement, non. Il arrive à performer encore, ce qui est bien qu'aujourd'hui, il va disputer à 46 ans, une ceinture mondiale d'une organisation majeure, à savoir le Bellator, et face à quelqu'un qu'il a déjà battu et qui, pour moi, il a des chances de gagner en plus, Fedor. Il pourrait partir avec une nouvelle ceinture, ce serait incroyable. Alors, on se rappelle ce combat contre Bader, donc ce week-end à suivre sur RMC Sport, bien sûr, et qui sera un numéro 2, puisqu'il s'était déjà affronté au Bellator, victoire de Ryan Bader par KO au premier round en 2019. Il était en effet revenu, c'était le 31 décembre 2015, Antoine, son retour pour un événement avec le Rizin à l'époque. Il était revenu pour le nouvel an, Fedor. Il y avait eu ces 3 défaites aussi. 2011. 2010-2011, avec Dan Anderson, d'abord Fabricio Verdum, Antonio Silva, et puis Dan Anderson qui le met KO avec d'ailleurs dans le coin Daniel Warin, le coach de Benoît Saint-Denis. Il y a un avant et un après, les gars, de ces 3 défaites. C'est plus le même Fedor quand même, malgré, comme tu disais Antoine, tout ce qu'il réalise encore à 46 ans. Clairement, mais clairement, là on est en train de dire aux abonnés, venez voir ou un chant du cygne si ça sort du premier round, mais pour l'instant avec Fedor au Bellator, ça se passe à l'intérieur des 5 premières minutes, ou une last dance de génie. Il continue de faire flipper tout le monde à 46 ans, c'est ça qui est magique. Bien évidemment, alors je sais pas
pas s'il y a eu un côté, je me suis embourgeoisé effectivement, parce qu'à un moment, il a été sacré, fin de l'année 2010, meilleur combattant de Mixed Martial Arts de tous les temps, et ça coïncide effectivement avec ces défaites-là. Verdum est allé se bourrer la gueule derrière, alors qu'il venait de battre l'homme qui était invaincu depuis 27 combats tranquillement, mais il restera une magie extrême. Il y a son frère d'ailleurs, Alexander, son petit frère, Alexander the Great, qui aurait pu être encore plus fort parce qu'il avait une anglaise encore plus forte. Enfin, il était un petit peu siphonné, le garçon. Il a eu quelques années en prison. Aux États-Unis, on a dit qu'il avait une hépatite. Ça a été démenti derrière. Mais enfin, t'imagines dans les coups, effectivement, l'hépatite, ça peut être dangereux quand on laisse un peu d'hémoglobine. Moi, quoi qu'il advienne ce week-end, j'ai envie de le revoir. J'ai envie de le revoir pour toute sa superbe et pour toutes ces années dans le rétro et dans le kaléidoscope. En tout cas, tu le disais, Thomas, c'est une garantie de spectacle parce que depuis son arrivée au Bellator, en effet, il n'y a aucun combat, victoire ou défaite, qui n'a dépassé le premier round. Donc avec Fedor, ça va vite. Antoine, si tu peux expliquer aussi à ceux qui nous suivent, qui sont moins au fait de l'histoire, mais réaliser ce qu'il réaliserait s'il prend la ceinture ce week-end à Ryan Bader à 46 ans au Bellator, une des plus grandes organisations au monde. On est quand même dans le top niveau mondial du MMA. Ce serait une dinguerie quand même de faire ça à 46 ans. Alors, ce serait une vraie dinguerie. Alors, on peut remettre en perspective sa fin de carrière au Bellator, parce qu'effectivement, il n'a pas eu non plus les combats les plus durs. C'est vrai que lorsqu'il a participé au tournoi poids lourd, on lui a remis Frank Mir, qui est un combattant de sa génération. Il a battu également Quinton Rampage Jackson récemment, qui est un combattant de sa génération aussi, qui est complètement rincé. Par contre, là où je dis qu'il y a vraiment une possibilité qu'il fasse quelque chose et qu'il réalise l'exploit, parce que son dernier combat en date, qui aurait pu être son dernier combat professionnel, le Bellator a organisé son premier événement à Moscou, en Russie. Donc Fedor était chez lui, premier Bellator en Russie. Et on le met en tête d'affiche contre Timothy Johnson. Timothy Johnson, qui est à ce moment-là, qui est un prétendant au titre, clairement, et avec un physique impressionnant, beaucoup plus lourd que Fedor. Tout à l'heure, tu mentionnais la taille de Fedor. Fedor mesure 1m82 ou 83. Il est vraiment pas très grand pour un poids lourd. Et c'est toujours ce qui a fait sa force, en fait. C'est qu'il est plus petit, mais plus rapide. Voilà, plus rapide, plus vif. Whittaker, quand Whittaker est passé chez les middleweight, Whittaker, ouais, en vérité, il pourrait même combattre à moins de 93 kilos s'il avait le courage de cutter. Mais bon, peu importe. Il affronte Timothy Johnson, qui est un combattant classé et sérieux de la catégorie, et il le met KO dès le premier round. Moi, j'avais milité pour qu'il prenne sa retraite à ce moment-là, parce qu'il n'y a rien de plus beau que gagner par KO devant son public. En plus, il avait déjà 45 ans, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Mais non, il a voulu aller au bout. Il a un combat à faire. Et il va le faire contre l'actuel champion Ryan Bader. Et franchement, quand on voit Ryan Bader, qui est lui aussi un combattant un peu ancienne génération, je vous rappelle qu'il était passé par le TUF, je crois qu'il avait gagné la 8e édition du TUF, si je ne m'abuse, Ryan Bader. Je vous laisse vérifier. C'est un combattant qui est performant, qu'on a vu à Paris, bien sûr, en action contre Cheikh Congo. Il a un style très pénible, lutteur qui vient vous coller. Malgré tout, le premier combat contre Fedor, ça s'est soldé par un KO très rapide. J'ai l'impression que Fedor n'a même pas eu le temps de rentrer dans le combat. Si là, il est Fedor de trouver ses marques, Fedor peut trouver la solution avec ses points, parce qu'il a encore le punch pour mettre KO n'importe qui. Donc gagner ce week-end contre Ryan Bader, repartir avec une ceinture mondiale, une autre ceinture mondiale, parce qu'il en a eu plein. Je ne vous cache pas qu'à l'époque du Rings, le tournoi de la Rings, quand il a commencé, c'était un des tournois les plus prestigieux au monde. Minotauro est passé par là, il y avait Ricardo Arona, il y avait énormément de grands combattants de l'époque qui s'affrontaient là-bas. Derrière, la ceinture du Pride, qui était la plus prestigieuse au monde à l'époque où il l'a tenue, et surtout la durée durant laquelle il a tenu, ce qui est assez impressionnante. Il a eu d'autres ceintures derrière. Il a combattu au Strike Force. Alors, effectivement, il n'a pas pris la ceinture, mais il a eu la ceinture d'Affliction, qui se voulait la nouvelle organisation qui allait concurrencer l'UFC. Malheureusement, il y a eu des problèmes qui font que Affliction s'est écroulé au bout de 3 événements, même s'ils proposaient beaucoup d'argent. D'ailleurs, eux aussi ont un peu révolutionné le monde du MMA en offrant des primes conséquentes aux combattants que n'offrait pas avant l'UFC. Et il faut savoir que toutes ces organisations qui ont gravité autour de l'UFC ont permis malgré tout aux combattants d'obtenir un peu plus d'argent, parce que tous ont essayé de se démarquer de l'UFC en offrant plus d'argent aux combattants. Fedor n'a jamais eu ce problème, parce que Fedor a toujours été très bien payé au Pride. Fedor a été très bien payé partout où il a été, notamment en Russie. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte. J'en profite maintenant que je suis lancé, c'est dur de m'arrêter. On parlait tout à l'heure de son influence. Effectivement, il milite pour plein de choses. Alors, c'était un proche de Poutine pendant un moment. J'ai l'impression qu'il s'est un peu dissocié de Poutine. Et il faut savoir qu'il c'était l'un des rares
a parlé lorsque Kadyrov, le dictateur tchétchène, organisait des combats d'enfants dans son pays. Il avait dit non, c'est pas bien pour les enfants, c'est pas bien pour le MMA tout court. Enfin bon, il n'était pas pour. Alors Et que finalement, son il faut savoir frangin que était proche de Kadyrov. Tu vois un peu les scissions au sein de la même famille. Et il faut savoir que malgré son statut, malgré ses relations, notamment ses relations avec Poutine, eh ben, en notamment menacé d'enlever sa fille ou des choses comme ça. Donc il est obligé de revenir un peu sur ses propos. C'est un peu compliqué là-bas. Malgré tout, on voit que c'est quelqu'un quand même qui se bat pour faire évoluer le MMA dans le bon sens. En tout cas, tu rappelais Tom, mais le dernier empereur, Alexander the Great, ils sont pas mal les surnoms dans la famille Emelianenko quand même. Ils sont plutôt jolis. Et c'était 35 secondes, Antoine, ce premier combat contre Ryan Bader. Le KO est arrivé en 30 secondes. Donc en effet, on espère pour Fedor que ça se passera autrement samedi soir en Californie et qu'on verra autre chose pour lui. Rendez-vous tous, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche en Californie. Ce sera à suivre sur RMC Sport et aussi en live gratuit sur Twitch. C'est aussi ce qu'on vous offre aussi pour cette nuit du MMA. Il y aura l'AEF Championship avant sur Twitch également du côté de Rennes. Donc soyez tous là pour peut-être la dernière marche du dernier empereur et tenter de conquérir cette belle ceinture du Bellator et de finir sa carrière sur un dernier petit coup de force qui nous rappellera qui est Fedor Emelianenko et pourquoi il est le GOAT des poids lourds et sans doute, et même pas sans doute, assurément dans la discussion pour les GOAT et les meilleurs de toute l'histoire de la discipline et du MMA de façon générale. Merci Antoine, on sait qu'on aurait pu te lancer pendant 2 heures sur Fedor et que l'émission aurait duré 2 heures et que tu aurais parlé avec plaisir. Attends, il va avoir 3-4 heures la soirée de Bader. Exactement, il pourra parler. Mais je pense qu'Antoine, il peut parler plus longtemps que Fedor, que le temps cumulé de Fedor dans le ring, dans toute sa carrière. Pourquoi parler Je pense qu'on en est là. Merci aussi Tom pour la présence pour cette émission. À très vite pour un nouveau RMC MMA et rendez-vous dans la nuit de samedi pour ce Bader Fedor 2, ceinture du Bellator des lourds en jeu. Salut à tous.